Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de deck. Alors il y a eu le Disney Lorcana Challenge à Seattle aux États-Unis et voilà, c'est un tournoi de presque 2000 joueurs, je pense de mémoire il y en avait 1900 et quelques. Du coup voilà, on va un peu faire le tour du top 8, donc les 8 personnes qui ont été dans le top 8 avec 8 decks. Il y a quand même une petite diversité, même si c'est souvent les mêmes decks qui reviennent. Voilà, bon, on va pas chipoter, on va directement se lancer tête baissée dans l'analyse des decks. Alors le premier qui a gagné, donc comme vous pouvez le voir avec un vert gris, discard, la mécanique discard encore et toujours. Je pense que de mémoire c'est le deuxième DLC d'affilée qu'un vert gris discard gagne. Voilà, je vous avoue, je suis un peu blasé. J'en ai marre de cette mécanique-là, j'en ai marre de ce deck-là. Euh, voilà, que dire de plus. Je fais partie des gens qui, et pourtant je l'ai joué, bien entendu, je ne crache pas dans la soupe. Je l'ai joué au chapitre 3, mais je fais partie des gens qui en ont complètement ras-le-bol de jouer contre du vert gris discard et de voir du vert gris discard performer. D'ailleurs, les deux mots se tiennent parce que je trouve que ça perfore et ça performe, voilà, au final. Euh, j'ai vraiment du mal avec la mécanique en question. Je trouve qu'elle est ultra cancer pour le jeu. Jouer à un jeu de cartes sans pouvoir jouer ces cartes, bah, c'est d'une frustration déconcertante et d'une voilà, ça me saoule. Mais enfin bref, félicitations à lui quand même parce qu'il a gagné donc le tournoi de 2000 joueurs. Je ne critique en aucun cas la performance du monsieur. Félicitations à lui bien entendu. Voilà, si jamais ça a froissé de joueurs de vert gris dans ma vidéo, bah désolé. Mais voilà, je suis quelqu'un d'entier, d'honnête, donc je préfère dire ce que je pense plutôt que de mentir. Je déteste ce deck-là, je déteste cette mécanique-là, donc voilà. Mais du coup, par contre, il y a quelques petites spécificités dans le deck quand même qu'il faut expliquer parce que, bien entendu, c'est pas parce que je n'aime pas jouer vert gris que j'interdis les gens de jouer vert gris. Bien entendu, ça reste un deck, euh, un deck comme un autre, hein, bien évidemment. Alors, nous avons Diablo avec son magnifique alter Diablo ici que je déteste du plus haut point. Nous avons la crique cachée, Baboom, qui au final est très fort parce que c'est une carte que j'aime beaucoup en gris. C'est une carte qui permet et surtout en miroir et contre autre chose que. Enfin, contre du gris ou contre n'importe quoi, même d'hyper aggro. Ça permet déjà directement d'aller chercher quelque chose comme une Cendrillon A2 dans le style Song, comme un autre Diablo. Ça peut permettre aussi d'aller chercher dans les decks hyper aggro une créature qui est jouée directement, un morph, parce que morph est très très fort dans le vert gris actuellement. Voilà, ça permet d'aller chercher plein de choses et au final bah, mettre 2 dégâts. Certes, on ne développe pas de tour 2 sur le tour où on la joue, mais ça peut permettre de ralentir l'adversaire et des fois c'est mieux de ralentir l'adversaire plutôt que de le laisser s'installer, surtout quand on commence par premier. C'est un peu à l'image, à l'effigie de Amberlificotage dans les decks hyper aggro. Des fois, c'est mieux d'Amberlificoter l'adversaire plutôt que de développer du board. Ça permet de stopper la tempo de l'adversaire et de reprendre un petit peu le contrôle du jeu. Alors, ensuite, nous avons un Doc. Alors, Doc, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un tour 2. Et quand on joue cette carte, on doit défausser toute sa main et piocher 2 cartes. Alors, le but, bien entendu, c'est pas de le jouer en tour 2 directement. C'est d'attendre de n'avoir plus de cartes en main, puisque des fois, dans le vert gris, quand on n'a pas Prince Jean qui est ici, et qu'on n'a pas de quoi discard, bon, ce qui est quand même très rare dans le deck à qu'on se le dise, bah, des fois on tombe à court de cartes et c'est très compliqué. Et au final, piocher 2 cartes, ça peut être très très fort. Surtout qu'il y a des top decks qui sont un peu moisis dans ce deck-là, contrairement à certains autres decks. Nous avons Morph qui est pour moi une des meilleures cartes du deck. Euh, Elle sert de paratonnerre, elle sert de missile, elle sert de support à alter, elle est multifonction. Euh, Elle permet d'être le support à alter de Diablo, elle permet d'être le support à alter de la bête, et je ne sais pas si joue, voilà, il joue fée clochette, et ça permet d'être le support à alter de la fée clochette.
L'adversaire ne peut généralement pas l'ignorer et s'il l'ignore, il se prend derrière un alter du turfu, mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en considération qu'il y a Diablo à aller chercher en priorité parce que Diablo, si on le laisse, c'est la fin du monde. Et il y a aussi la Ursula ici qui est dangereuse parce que combinée après Jean et Cruel Diablesse, elle peut chanter deux fois Cruel Diablesse. Donc vous défaussez deux cartes de votre main, l'adversaire piochera deux cartes grâce à Prince Jean, ou pourra chanter deux fois perdu dans l'hiver. Donc en fait, l'avantage de ce deck-là, et c'est ce qui le rend très fort pour le moment, c'est que tout est sujet à menace. Donc le morph est une menace, parce que si on a morph et qu'après on se prend une bête en alter sur le tour d'après, ça peut être très compliqué parce que bête en alter, ça génère énormément de value parce que ça pioche deux cartes au début du tour. Et en plus de ça, c'est une 3-5 qui lourd pour 2 et qui peut chanter directement, ne parlons pas de Bruno. Donc voilà, généralement c'est quand même assez violent et il ne faut pas laisser morph. Mais d'un autre côté, si on enlève morph pardon, et que le tour d'avant on s'est pris à Diablo, Alter Diablo, ben, il faut aussi se débarrasser de Diablo et Diablo il est insaisissable. Donc on va plutôt utiliser un sort sur lui ou une ombre de Peter Pan pour le mauve. Ou Peter Pan tout court pour le mauve aussi. Et ce qui rend du coup Morph très fort parce qu'en fait il passe un peu dans les mailles du filet. Parce qu'il y a aussi Ursula à aller chercher avec bagarre et du coup bah voilà, c'est très compliqué à gérer. C'est ce qui fait que le deck est très très fort. Trop fort du coup puisque c'est la deuxième fois qu'il gagne un DLC. Donc au final on aura beau dire que Bucky était le problème. Je pense que le problème n'était pas spécialement Bucky, c'est plutôt la mécanique en elle-même de discard qui pose problème. Et puis ce qu'il y a, c'est que bah, les alters gris sont forts. La bête, c'est super fort. On a rajouté Pat aussi qui permet de bloquer les actions des personnages en face, des personnes en face. Donc ça bloque les bagarres, ça bloque bah, les soyez prêtes, ça bloque énormément de choses parce que le deck était sensible aux soyez prêtes. Ça bloque les chansons, genre tuons la bête, etc. qui pourraient à un instant critique swiper votre board et au final vous gagnez un tour en plus. Donc voilà, c'est un deck qui est très très consistant, qui est très fort, qui peut être bricky dans le sens où si c'est mal maîtrisé ou si c'est mal mulligan, vous allez perdre parce que bah, vous n'allez pas garder les bonnes options, vous n'allez pas garder les bonnes lignes de play. Et vu que c'est un deck qui a plusieurs lignes de play, malgré ce qu'on en dise, c'est pas très très facile à gérer. Voilà, contre un match-up aggro, vous allez vouloir chercher les muses plus les chansons, sans forcément essayer de discard la main de votre adversaire parce qu'en fait, ça sert à rien. Il va jouer du board à tous les tours, il va aller à 3-4 d'encre maximum. Et votre but, c'est dans ce cas-là, de jouer des muses pour pouvoir envoyer en main absolument tout ce qu'il joue, même si vous ne pouvez pas défausser des cartes de sa main. Alors que si vous gardez votre curve classique Diablo, Alter Diablo, Presse Jean et Discard, bah, au final, ouais, c'est bien joli, mais ça risque d'être compliqué pour vous parce que les decks hyper aggro, ça peut aller ultra vite. Et encore plus maintenant. Contre un match-up rouge-bleu, bah, vous allez essayer un maximum d'aller choper votre discard parce que c'est ce qui est le plus important contre le rouge-bleu, c'est de dès le début l'attraper à la gorge. Sinon, bah, il va vous retourner en 2-2. Et contre le reste, bah, voilà, c'est souvent. En fait, c'est souvent la même chose qui revient. C'est vous devez essayer d'avoir votre ligne de play, d'aller dans votre ligne de play et de ne pas commencer à mélanger votre mulligan. Parce que si vous gardez Presse Jaune avec Cruel Diablesse, Diablo, mais que vous n'avez pas le support alter, bah, ça peut être très dangereux. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en considération dans ce deck là. Je déteste ce deck là, je déteste la mécanique. Je pourrais faire une vidéo rien que sur ce deck là qui m'insupporte. Mais voilà, ça a le mérite quand même d'exister, ça a le mérite d'être un deck qui est très fort. Respect au joueur qui a fini premier, bien entendu. Alors, on continue avec le deuxième deck qui est un Number Silson qui a terminé deuxième. Alors, comme je l'ai déjà dit, Number Silsong, il existe autant de decklists Number Silsong que de joueurs Number Silsong. Et ici, ça s'est prouvé encore une fois. Alors, il joue Cendrillon, ça, rien de bizarre. Il joue Desida qui joue The Queen avec l'alter ici de la méchante reine. Il ne joue pas Diablo et Alter Diablo. Ça se joue comme ça ne se joue pas. Voilà, ici, il favorise plutôt la reine avec l'alter 2 directement juste après, qui reste un alter qui est excessivement fort. Ensuite, nous avons Monsieur Mouche qui est très fort, Bare Necessities, Ursula qui peut chanter quand soudain surveille Zeus directement. Ariel, ben voilà, on ne parle plus d'Ariel, hein, c'est le moteur du deck. Balou ici c'est un bodyguard donc qui permet de protéger vos chanteurs et qui aussi qui dit que quand il est banni, vous gagnez 2 points de l'or. Donc au final, si la personne en face ne le gère pas tout de suite, ben, vous pouvez très bien générer de l'or par tour. Et au moment venu, bah, il sera banni ou vous le bannissez vous-même en combattant un adversaire et vous gagnez 2 de l'or. C'est peut-être les 2 points de l'or qui vont vous faire gagner.
ou alors la personne va vous le gérer, mais du coup elle ne gérera pas à côté votre Ariel, votre méchante reine, etc. C'est surtout très fort contre les decks qui nécessitent de challenger pour pouvoir prendre le board. Ça sera un peu moins fort contre les decks chansons, mais bon, ça au final vous gagnez quand même 2 points de l'or. Et voilà, si la personne préfère utiliser ses chansons sur un autre personnage, au final tous les tours vous allez générer du lore et ça sera un bodyguard. Et voilà. Alors Gaston, lui c'est un Méloman 5. Du coup voilà, c'est un Méloman 5. C'est comme Ariel, sauf que lui ne révèle pas de chanson. Donc ça vous laisse une opportunité supplémentaire de pouvoir avoir support à chanter ce rêve bleu. Au final, ça peut être très très utile. On a Lorenz qui est très fort, perdu dans l'hiver. Pat, pour la même raison que j'expliquais pour le Vergris Discard, je ne vais pas le réexpliquer ici. Plus ardent que le feu des volcans, Zeus, Navin, Réponse, Rêve bleu et The Queen. Voilà, ici j'ai déjà parlé assez du deck Steel Song dans les autres vidéos, mais globalement ça reste la même chose, ça reste la même base. Deck très fort pour être, parce qu'il y a pas mal de l'horreur à deux, et deck très fort aussi pour prendre le board, surtout quand on commence en premier avec Cendrillon et Perdu dans l'hiver que vous allez essayer d'aller chercher au Mulligan. Et voilà, le but c'est de faire Navin ce rêve bleu pour générer énormément de value, ou de faire Ariel ce rêve bleu, etc. Voilà, il n'y a rien qui change globalement dans la mécanique du deck. Mais voilà, finir deuxième sur 2000 joueurs, c'est incroyable. Alors, ensuite, en troisième, nous avons El Traditionnel Ruby Améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici dans le Ruby Améthyste? Alors, il y a Finders Keepers, donc qui trouve garde. On a Adept, Ballet, Flynn. Il n'y a que 2 Flynn, intéressant. Cusco 2 fois. Madame Mime Serpent. Je pense qu'ici, c'est un petit peu éloigné de la technique de Flynn Sissou Château pour pouvoir avoir d'autres lignes de play, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous avons Bagarre, mes amis de l'au-delà, Madame Mime, Crabe, Sissou. On a une librairie, 3 chèvres, 4 lapins, 4 châteaux, une Elsa. 3 qui trouvent garde, ça peut être très fort, ça se joue, je le vois de plus en plus. 4 Maui, 2 Madame de Trémène, 2 Médusa, 4 Soyez prêtes. Voilà, ici, au final, premier Vergris Discard, deuxième Amber Silsong, troisième Rouge Mauve Bounce. Donc c'est des decks qui existent depuis la nuit des temps. Le Vergris Discard existe depuis moins longtemps, mais voilà, ça reste très classique dans le top 3. Il n'y a pas vraiment de surprise ici dans les decklists. Hormis peut-être celle-ci où il y a 2 Flynn Rider et 2 Cusco. Je pense qu'au final, c'est plus pour moins dépendre de la sortie Flynn 6 sous château, qui au final, on la voit arriver à 8500 km, mais qui, même si on la voit arriver à 8500 km, reste très forte si on n'a pas de quoi contrer le Flynn. Mais puisque le Flynn n'a pas est saisissable hors d'atteinte, il se prend absolument tout ce qui existe. Et des fois, jouer Cusco, ça permet de piocher quand il est banni. Au final, piocher dans ce deck-là, c'est super important. C'est d'ailleurs comme ça que les personnes gagnent en jouant ce deck-là. C'est parce que il ne s'épuise presque jamais et il y a toujours moyen de piocher. Donc c'est ça qui est chouette. Alors à quatrième, même chose, Ruby Améthyste. Alors ici, il joue Adept, Ballet, Flynn. Cette fois-ci, il en joue 4. Madame Mime Serpent, Bagarre, Mes Amis de l'au-delà, Madame Mime Renard, Crabe, 6 sous, 2 librairies, 4 châteaux, 4 chefs, 4 lapins, 2 Elsa, 3 Maui, 2 Trémène, 2 Médusa et 4 Soyez prêtes. Voilà, c'est les mêmes cartes qu'on voit dans tous les decks rouge-mauve, c'est juste les ratios qui changent. Belle perf. Ici, il n'y a pas un qui trouve garde. Mais bon, il y a 2 Elsa, il y a 4 chèvres au lieu de 3 de l'autre côté. Voilà, rien de bien. Rien de bien mystifiant ou de mystifié, c'est très très classique, mais très très efficace. Et au final, ce deck-là existe depuis longtemps, 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 et prouve que c'est un des meilleurs decks de la méta, puisqu'il arrive à constamment être dans les tops. C'est très très rare quand il n'y arrive pas. Et ici, au final, voilà, c'est un deck très très fort qui se débrouille et qui est toujours constant. Et c'est toujours impressionnant de le voir performer autant alors qu'il ne sort pas énormément de cartes pour le deck. Donc c'est ça qui est chouette. Alors en cinquième, rouge-bleu. Alors ici on a l'arbalète du dragon, on a 3 Scar, 4 Tamatoa, 4 Sissou, 4 Faversham, 4 petits Sissou, 3 Donald Duck. Voilà, ici c'est une petite spécificité. Donald Duck qui a le même effet que Mickey, sauf que c'est une 3-4 qui leur pour 2, c'est-à-dire que quand on la joue, on peut prendre la carte du dessus de son deck et la placer en encre, qui se combine du coup très bien avec Shisha. Par contre, il n'y a pas Typo. Ici, il n'y a pas Typo, il y a plus donc du coup Shisha avec la combinaison de la grande pierre du dragon. C'est un choix de ne pas jouer Typo.
Personnellement, je ne suis pas fan. Je trouve que Tipo est très très fort. Maintenant, Shisha est très très forte aussi, mais Shisha, elle se prend des missiles. Et des fois, c'est très compliqué de pouvoir utiliser son effet. Mais du coup, on a la plume. Il y a toujours moyen qu'on l'utilise une fois avant la fin des haricots. Voilà, c'est très surprenant de ne pas avoir Tipo. Ça fait, je pense, c'est la première fois que je vois une decklist bleu-rouge sans Tipo. Mais bon, il a terminé cinquième, donc c'est que le résultat est là et c'est que Tipo n'est pas non plus hyper important pour le deck, ou en tout cas est une carte qui peut être modifiée. Très fan de la pierre du dragon, je trouve ça très très fort et ça me fait plaisir de voir Donald. À Cusco, 4 bagarres, donc ça ici, donc je répète, l'arbalète encre du dragon, c'est très souvent utilisé pour le miroir parce que si on la bannit, on peut directement bannir un personnage dragon en face, donc Sisu ou Maléfique. Et on peut payer 2 et faire moins 2 à un personnage. Et il peut se prendre très bien Sisu ou Alter Sisu juste après, combiné au bloc de glace. Vous pouvez descendre n'importe quelle grosse créature à le seuil létal de Sisu, de la petite Sisu. On a Hideaway et Cusco pour gérer les lieux, donc c'est très bien. Voilà, on a Queen of Hearts pour gérer les decks aggro. Non, c'est bien, c'est chouette. Alors, émeraude, améthyste. Alors ici, on a des choses que j'ai jamais vues pour le moment. Alors, Clarabelle, Big Ben, ça va. Rafiki, ça va. Madame M. Serpent. Donc, Mystical Rose. Ok. Ok, alors la rose mystique ici, donc ça a double emploi. Premier emploi, on bannit l'objet. Et si on a une bête, et ça tombe bien parce qu'en fait, il y a aussi bien la bête que Belle dans le deck. Donc, on peut bannir cet objet, choisir une beast qui gagne plus 2 de l'or. Donc, ça veut dire que celui-ci partirait pour 4. Et alors, on peut bannir cet objet. Et si on a une belle, on peut déplacer 3 compteurs dégâts sur un autre personnage. Donc, on peut refaire l'effet de belle en fait. Du coup, c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est ça qui est chouette. Donc, je comprends pourquoi l'objet existe. J'y avais jamais pensé, ça a l'air d'être super fort. Et en plus, la bête, il me semble qu'ici, qu'à chaque fois qu'un personnage est blessé, on peut redresser ce personnage. Donc en gros, on peut partir à l'aventure avec lui en ayant eu l'objet. Donc on bannit l'objet, il a 4. On part à l'aventure avec lui, ça fait 4. On met des dégâts sur quelqu'un ou on trade et on fait des dégâts sur quelqu'un. On le redresse et on repart à l'aventure pour 4. On peut le refaire encore une fois, repartir à l'aventure pour 4. Justement, en jouant directement, en chargeant avec Madame Imrenard ou en chargeant avec Peter Pan. Ça peut être très fort. Ou alors en déplaçant les dégâts avec Belle. Parce que du coup, si vous déplacez des dégâts sur un personnage adverse, du coup, c'est l'endommager. Donc du coup, l'effet de la bête s'activera. Et que vous ayez la rose ou pas, au final, si vous arrivez à faire ça 2 fois sur le tour avec la rose mystique, ça vous fait quand même 4 de l'or plus encore 4 de l'or, ça fait quand même 8. C'est quand même presque la moitié de ce qu'il faut pour gagner. Et si vous n'avez pas la rose mystique, ça reste quand même plusieurs fois des lourds pour 2. C'est très très bien. Vous avez aussi la possibilité de coucher un adversaire avec Pinocchio et Anna. Pinocchio, c'est vous qui choisissez. Anna, c'est l'adversaire qui choisit. Au final, oui, ça se tient. Vraiment, ça se tient. Ça a l'air d'être sympa. La mécanique est cool. Maintenant, c'est un tour 6. Donc, il vient tard. Mais étant donné que c'est un deck mid-range, je vois pas le problème en fait de jouer une carte qui coûte 6. Au final, ça a l'air quand même d'être assez violent, surtout qu'on a la possibilité même avant de se débarrasser du board adverse parce que Elsa couche aussi, parce qu'il y a ça aussi, si vous jouez la bête et qu'après vous jouez Elsa ou Belle ou Rose Mystique ou peu importe, ou Pinocchio ou Anna, vous couchez la personne adverse, vous allez trade et directement vous allez réactiver l'effet et ça peut générer énormément de l'or, surtout que chèvre plus bound ça génère du lore aussi. Donc voilà, je pense que je vais la tester dans le deck pour faire mon avis parce que je ne l'avais pas encore vu dans le deck vert mauve et ça a l'air intéressant. Alors, un autre rouge mauve, bound, sauf que cette fois-ci il y a des cartes qui changent. Donc, adepte, balai magique, Chromicom d'améthyste, Flynn Rider, il n'y en a qu'un seul, donc lui s'éloigne carrément de la mécanique Flynn Sissou Château, mais bon, s'il l'a, ça reste quand même violent. Mais je veux dire, il ne lance pas tout son deck là-dessus. 4 fois Rassembler connaissance et sagesse, 4 fois Cusco, 4 fois Bagarre, 2 fois Crame, 2 fois Peter Pan, 4 fois Sissou, 4 Librairie, 4 Super Goofy, 4 Merlin, 2 Prince Eric, il n'y a pas de lapin dans le deck.
4 châteaux, 2 Maui, 3 La vie d'un pirate. Donc ça c'est une chanson pour 6 qui dit que chaque adversaire perd 2 de l'or et vous gagnez 2 de l'or à chaque fois. Et 4 fois soyez prête. Alors ici le but du deck, bon ça se voit, hein, c'est vraiment de jouer avec le lore de l'adversaire. Euh, c'est très très intéressant de voir ce genre de deck rouge-mauve parce que du coup c'est un peu un rouge-mauve aggro avec l'améthyste, enfin, ah, le chromicom d'améthyste pour piocher, donc l'adversaire pioche mais au final vous vous en foutez un peu parce que votre but c'est de faire du lore un maximum. Ici on a un super goofy qui permet de générer 2 de l'or à chaque fois qu'il challenge un personnage et en plus il la charge donc quand vous le mettez souvent vous gagnez 2 de l'or tout de suite. Presse Eric qui l'or pour 2 et quand il est banni, on peut bannir un personnage adverse, permet de prendre le board. La vie d'un pirate qui du coup n'est chantée par personne ici mais qui est directement au ici, c'est directement on y va, c'est parti. Soyez prête, ombre de Peter Pan qui permet d'aller chercher Diablo parce qu'il a insaisissable les charges. Il n'y a pas non plus de Madame Im Serpent ni Madame Im Renard, ouais, c'est vraiment surprenant. J'ai attesté, franchement, ça peut être très sympa à jouer, très surprenant. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de surprise avec ce deck parce que du coup, si vous piochez les rassemblés connaissance et sagesse, bah, il y en a 4, ça vous fait déjà 8 de l'or d'un coup. La vie d'un pirate, il y en a 3, ça vous fait 6 de l'or d'un coup. Donc ça fait, ici dans ce deck-là, rien qu'en jouant une carte, en faisant rien d'autre, on peut directement avoir 14 de l'or. Ce qui je trouve est quand même assez violent. Il suffirait qu'au début vous ayez Flynn 6 sous pendant un ou deux tours, bah, ça vous fait 6 de l'or avec Flynn, plus du lore avec 6 sous, plus du lore du coup avec Rassembler Connaissance et Sagesse, plus du lore du coup avec La vie d'un pirate, et encore après vous avez possibilité d'avoir du lore avec Super Goofy. Donc au final en fait le but ici c'est de pas trop se faire dépasser en board et littéralement d'enterrer l'adversaire en générant du lore juste avec les cartes et les lieux et la pression que le deck met de manière naturelle. Super intéressant, franchement là pour le coup c'est une chouette surprise et ça fait plaisir de voir Rouge Mauve sous une autre forme. Et alors le dernier deck, hein, mon deck préféré, Vert Gris Discard qui a fini 8ème. C'est bien, il y en a un qui a fini premier, il y en a un qui a fini 8ème, donc il se complète, c'est bien. Alors ici, il y a 2 fois Anna et il y a Lucifer. C'est la seule carte qui change par rapport à l'autre côté. Donc il n'y a pas Prof, mais il y a Lucifer. Et Lucifer, lui, quand il est joué, la personne en face choisit soit de défausser 2 cartes ou alors de défausser une carte action. Combiné à presse jaune, c'est une folie. Moi j'adore cette carte-là. J'adorais jouer cette carte-là quand je jouais vert gris. Je jouais aussi Frère Tuck, mais bon, Frère Tuck ne se joue plus pour le moment. Mais Lucifer est très très fort. En une fois, c'est assez. Il n'y a pas besoin de plus non plus parce que bon, c'est une non-ancrame. Et il ne faudrait pas non plus avoir 50 000 non-ancrames dans le deck. Ça ne vaudrait pas la peine. Et voilà, c'est très classique. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur cette decklist. Du coup, voilà, c'était le top 8 du DLC de Seattle. Probablement le dernier gros tournoi avant le chapitre 6 qui sort, donc du coup, mi-novembre. Et voilà, je pense qu'au niveau des cartes qui vont sortir, bon, on en rediscutera autant voulu, je ferai une vidéo autant voulu. Mais il y a pas mal de decks qui vont changer, ou en tout cas pas mal de choses qui vont bouger dans le jeu, j'espère. Parce que je vous avoue, des fois je sature un petit peu de voir tout le temps les mêmes decks. Mais globalement, c'est chouette parce qu'au final, c'est pas une supériorité de rouge-bleu ou de rouge-mauve ou de style song ou de vert-gris. Voilà, les decks sont représentés dans le top 8. Et au final, même si on ne gagne pas un tournoi à 2000 jours et qu'on finit pas premier, bah, finir dans le top 8 c'est quand même énorme. Même finir dans le top 16 d'ailleurs, mais bon, au final, si je faisais tout le top 16, la vidéo elle aurait duré 1h30. Et voilà, c'est très riche, très diversifié, c'est très chouette de voir comment les gens jouent leur deck. Ce qu'ils mettent comme carte, ça donne énormément d'idées. Donc du coup, à chaque fois, ça me permet de m'améliorer sur mon deck vert mauve. Donc n'hésitez pas à tester les decklists qui sont là. Bien entendu, peut-être pas au tournoi la première fois. Testez-les en entraînement avant parce que c'est bien beau de jouer une decklist de quelqu'un qui finit premier, deuxième ou troisième ou que sais-je. Mais au final, c'est pas parce que le deck finit premier que tout le monde est capable de jouer le deck. Donc du coup, entraînez-vous, je ne le redirai jamais assez. Ne prenez jamais des decklists qui sont toutes faites
sans les tester au préalable parce que généralement les résultats vont être catastrophiques parce que y a le mulligan qu'il faut gérer, il faut faire des misplays pour apprendre et je suis très dans la pédagogie du je me trompe, j'apprends et du coup je retiens mes erreurs, donc du coup je ne vous conseille pas de prendre les decklists toutes faites. S'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, entraînez-vous avant, rendez-vous service. C'est très compliqué de se mettre à la place d'un joueur, c'est très compliqué d'analyser le deck d'un joueur, donc du coup, n'ayez pas peur aussi de tester vos cartes, de tester vos mécaniques, de tester votre style de jeu. C'est pas possible de ne pas trouver son style de jeu dans leur canal pour le moment parce qu'il y a énormément de styles de jeu différents et c'est ça qui est chouette. Donc du coup, n'hésitez pas. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je profite pour vous dire deux choses. Première chose, il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ça me ferait super plaisir si vous pouviez vous abonner. Ça vous prendrait genre juste 2 secondes de votre temps et moi ça me permettrait d'avancer énormément dans mon projet. De lâcher le pouce bleu pareil pour le référencement de YouTube, c'est incroyable si jamais vous pouvez lâcher un pouce bleu. Commenter, liker, etc. Comme d'habitude. Quand on commente, bien entendu, c'est dans la bienveillance. Jusque maintenant, il n'y a pas eu de problème. On ne peut pas tous être d'accord, mais le but, c'est d'en discuter. Donc voilà, c'était Stygian. Bisous, mon petit loup. Mouah.